Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Euh, non. Cette semaine, j'ai acheté un couteau de cuisine allemand et une pierre à aiguiser japonaise. Et quand je suis sorti du De magasin, Marc tranquille, Gico? j'étais très content. Non, pas de marque Chico, de marque je sais plus quoi. Et j'arrive à la maison. Parce que je suis rentré dans un magasin où ils vendent des produits pour la cuisine, etc. Morgane achetait des tas de trucs. Et moi, je m'étais dit, mes couteaux coupent pas. J'ai un beau couteau, ils coupent pas, ça me saoule. Donc, je demande à la vendeuse, tiens, ça va bien et tout, la réouverture, blablabla. Je cherche un truc pour aiguiser mon couteau. Une tasse? Et elle me dit, bah tiens, il y a. Je dis, ouais, je vois votre truc là, machin japonais, je sais pas ce que c'est, bref. J'achète tout ça, puis je dis, ah, puis je voudrais un plus petit couteau parce que j'ai un couteau de cuisine assez grand, pas toujours mania pour certaines choses, il me faut un plus petit couteau. Et elle me dit, ah, bah, celui-là, il est vraiment très bien, si je peux vous le conseiller. Je dis, d'accord. Je sors, je rentre à la maison, et là, Morgane me dit, ah ouais, franchement, bien, hein, 60 balles le couteau, 40 balles la pierre à aiguiser, t'es fait plaisir. C'est pas cher pour un couteau. Comment ça? Comment ça, 60 balles ou machin? Et tu sais, voilà, réflexe, je dis, tu sais, ça m'a pas l'air cher pour un couteau, vraisemblablement, c'est un bon produit, bref. Et comme souvent, on rationalise son achat a posteriori, me voilà sur une chaîne sur YouTube et je tombe sur la chaîne Bon Couteau et truc de dingue. Je passe 20 minutes à écouter un gars qui t'explique comment aiguiser un couteau de cuisine, 20 minutes à comment choisir son couteau de Ce qui est pas cuisine, si facile d'aiguiser. qui est pas si facile. Une heure Alors, après, je viens de te rincer celui-là, qui est japonais aussi. Il est japonais, ouais, c'est un Daiso qui m'a coûté 100 yens, parce que chez Daiso tout est à 100 yens, ou en tout cas sur des multiples de 100, donc 1 euro. Et ça fait 4 ans que je l'ai, et on l'affûte sur une tasse. top. Et ça Il a, marche, il a pas fait le tour du monde, mais presque. mais presque. Ah, il est top. Et Alors ben, ça, tu vois, c'est comme un couteau d'office, la petite taille que tu voulais. Franchement, un couteau d'office, un couteau de chef, et t'es refait. alors, c'est ce que c'est. Non, mais le gars, c'est ce qu'il explique. Et en fait, c'est un cuistot, truc de dingue, hein. C'est un cuistot. Il a, je sais pas combien de milliers d'abonnés. Et quand tu lis les commentaires, il y a des gens qui écrivent, waouh, J'avais 200 couteaux, j'ai tout revendu. c'est top. Non, non, c'est pire. C'est, j'ai pas de couteau. Je suis tombé sur votre chaîne, je sais pas comment, Ouais. et j'ai qu'une envie, c'est d'acheter un couteau et de l'aiguiser, quoi. Alors, Et tu sais, le c'est type, l'histoire de ma vie de regarder ce genre de chaîne. mais C'est objet que oui, je mais j'ai n'achèterai pensé jamais. à toi. Le type est passionnant. Tu ne vois que ses mains. Il y a ses mains. Il te dit, je suis C'est un cuistot. français, C'est hein. filmé d'en haut. C'est un Français. Il te dit, je suis cuistot. Donc évidemment, je passe N heures par jour avec des couteaux. Il te dit, dans la vie, tu en as besoin de deux. Cette taille-là, machin, machin. Et en fait, je me suis tapé en vrai 3 4 heures en me disant c'est bon, j'ai fait le tour, maintenant je sais ce que je fais. Parce que je n'ai pas besoin de plus par rapport à mes besoins. Mais tu te dis comment je peux écouter un mec pendant 3 heures, 4 heures parler de couteau, quoi. Bah, c'est ça le contenu, qui est à la fois Voilà. utile et attractif. Utile, attractif, bien fait. Il n'y a que ses mains, des carottes, des tomates, des oignons et des couteaux. Et sa voix. Et le type, Alors il est voilà, juste. attractif, c'est aussi hypnotique, c'est aussi neurologique, si tu veux. Il n'y a pas que le contenu, il y a l'aspect neurologique du contenu. Et il y a ce côté hypnotique du son, du visuel, du rythme, etc. Euh, Bah, tu il y sens que le mec, il a- a bossé, hein, entre les premières ouais. vidéos et les dernières. Tu sens Tu il a sais une que bonne approche. le montage, le montage parfois est contre-productif. C'est-à-dire que les gens qui ont une qualité hypnotique dans leur façon de faire du contenu, une qualité qui est plus ou moins naturelle chez eux, s'ils commencent à faire du montage, ils cassent cette capacité hypnotique. Le montage peut créer cette qualité hypnotique a posteriori sur des gens qui ne l'ont pas naturellement. Mais pour les gens qui l'ont naturellement, as plutôt tendance à la casser avec le montage. Le type coupe pas et il te dit bon bah là je vous raconte Comme ma le life, mec de il y a mon téléachat, tu vois. beau-frère, je lui ai ouvert un couteau, regardez je l'ai récupéré, bon je vous le fais en live, allez je fais 2 3 carottes, le type il te dit ben voilà je vais pas jeter, hein, c'est pour ma soupe de soir, il raconte ça live quoi, et t'es là et tu bouges pas, et les commentaires mais ils sont élogieux, ils donnent envie. Mhm. Et Donc alors voilà, l'algorithme de je pensais YouTube à toi avec est ces vidéos, je me suis dit c'est terrible quoi. l'algorithme de YouTube est tout à fait capable de trouver ce genre de contenu et de les recommander. Et d'ailleurs,
l'essence de l'algorithme de YouTube, quelque part, c'est de trouver les contenus hypnotiques et de les diffuser à tout le monde. Et alors, évidemment, il y a certains trucs qui sont plus hypnotiques que d'autres pour certains types de publics. Donc, tout le rôle de YouTube, c'est de trouver qu'est-ce qui va, toi, t'hypnotiser et de te le mettre sous le nez. Tu vois? Alors, Et t'en cliques juste sur un après... et après, il te matraque. Et après, il Mais te oui, matraque. mais trop vrai. Alors, juste après, j'ai eu la chaîne de papa, je sais pas quoi, un Turc, 25 minutes de Celui qui fait les time-lapse. barbecues, là, non? Yes, monsieur, il fait un four. Yes. Attends, alors là, je J'ai pense que tu pensé vas à toi. enchaîner direct avec le chinois qui fait une chaise sans clou ni vis. J'ai pensé à toi, je me suis dit, mais ça, c'est une chaîne pour Philippe, c'est obligé. Bah, tu Et en connais fait, mec, pas. ce qu'il y a, je Non, suis je resté regarde, je jusqu'au regarde pas bout. vraiment ces trucs-là, mais ce que je regardais, c'était Primitive Technology il y a quelques années, qui était assez Ouais, je me incroyable, qui souviens. était un peu le Je me souviens. pionnier du genre, pas de narration, rien, juste le son d'ambiance, plan fixe, et le mec construisait des trucs à la façon préhistorique, mais pas du tout accurate, tu vois, pas. Ouais, c'était pas précis et tout, mais je me souviens, c'est toi qui m'avais branché Ce que je veux là-dessus. dire, J'en c'est ai que regardé quelques-unes. c'est pas des objets historiques. Il Oui, n'imite c'est pas pas ici. des techniques Non. historiques. C'est juste qu'il utilise des techniques, disons, sans aucun outil, ou il fabrique tout de zéro. Par contre, il cherche pas à reproduire des choses existantes. C'est juste qu'il cherche à faire des choses avec sa connaissance à lui, mais et il explique rien. Tu as un sous-titre de temps en Rien. temps et c'est tout. Ouais, je me souviens, j'en ai maté à cause de toi, ça. J'ai passé Et des heures ben de malade à voilà. regarder ça. C'est des modes survival. C'est comme les jeux de survival où tu crames des trucs, bidules. Ouais, mais c'est Ça te hyper détend, différent quoi. dans l'ambiance, quoi. Et derrière, il y a eu plein d'autres chaînes qui sont revenues, qui ont fait beaucoup plus de masse. Tiens, alors par contre, une chaîne que j'aime bien regarder en ce moment dans le genre, mais un peu différent, c'est beaucoup plus humain pour le coup. C'est moins hypnotique et c'est plus dans la qualité émotionnelle, etc. C'est des Indiens du fin fond de la campagne, vers des villages tribaux. Et Hmm. il y en a trois qui marchent vraiment bien dans cette chaîne-là. Et ils leur font regarder des vidéos YouTube assez connues et des trucs soit Ah, très yeah. modernes, soit très éducatifs. Donc, je sais pas, il va leur montrer des essais de SpaceX, une capsule qui revient de l'espace, des vidéos qui t'expliquent la taille des objets dans l'univers, des vidéos qui t'expliquent l'immunologie, des choses comme ça. Et ça a pas mal évolué au fil du temps. Il leur montre un peu du MMA, de la musique occidentale, genre de l'opéra, des trucs que les mecs ont jamais vu, quoi. Et ils les font commenter, et c'est assez marrant. Oh, tu m'as transmis Enfin, ça. plus que J'en ai marrant. vu une. Ouais, c'était bien fun aussi. Donc voilà, alors je n'ai pas fait que ça cette semaine, hein, parce que là, ça y est, on va se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte encore ces deux-là. C'était le journal du contenu. C'était le journal du contenu. Ouais, c'était le journal du contenu parce que en attendant, j'ai ces questions de contenu, je me suis retrouvé quand même cette semaine à tirer un peu le frein à main. J'ai toujours mon journal de bord. Alors là, il y a des jours fériés, il y a tout un tas de trucs, et je me suis dit, merde, je fais pas de contenu là. Qu'est-ce qui se passe? Je fais pas de contenu. Merde, je fais du commerce, je fais de l'acquisition, etc. Et d'un seul coup, je me retrouve très Les loin. les e-commerçants ont du mal avec le contenu souvent, hein, alors qu'il y a vraiment des énormes sujets, énormément de valeur à créer en e-commerce, en contenu. Mais c'est vrai que comme tu peux facilement justifier l'acquisition payante en e-commerce et qu'il y a tellement à faire en SEO direct, en SEO produit, que c'est vrai que le contenu est toujours la cinquième roue du carrosse. Et pourtant, il y a tellement Yes, à faire. yes, c'est exactement ça. Et comme tu avais fait chez Teambox, en fait, c'est la même logique. Le contenu en e-commerce, c'est la même logique exactement que ce que tu as fait chez Teambox. On me demande qu'est-ce que je suis en train de faire en live. Bonjour, voilà, je réponds. Voilà Et comment donc, casser la qualité comment hypnotique de ce casser la contenu. dynamique? Bah oui, c'est comme Teambox. Et en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne fais pas du contenu? Est-ce que je passe mon temps à éteindre des incendies? Et je me dis, mais est-ce bien mon job? Éteindre des incendies, ça va C'est marrant parce qu'on a fait un épisode là-dessus. Je me faisais la remarque je regarde la chaîne YouTube Popichico, je prends quelques épisodes et t'as ma semaine. Ça donne de. Eh, mais pourquoi il bug? Comment ça, pourquoi il bug? Bah, tu sais, tu arrives au taf et tu dis, mais merde, pourquoi mon site il bug? Tu as eu un jour férié, le seul jour de la semaine, tu n'as pas regardé ton site, tu arrives le lendemain, tu dis, mais pourquoi c'est encore en Ah bah, il vrac n'y a cette plus de histoire? site. Bah, il n'y a plus de site. Et là, on te dit, comment ça, il n'y a plus de site? Ok, et là, tu dis, attends, ça m'est déjà arrivé. Attends, rappelle-moi là, il est où le Le plan de backup? contingence, déjà. Le plan de contingence, le plan de. Bah, j'en sais rien. On peut avoir accès au log pour savoir ce qui se passe? Bah, attends, bah, il se passe rien. Euh,
OK. Bon, en gros, tout le monde s'en fout. Je suis tout seul. J'ai des journées, tu sais, après, tu déroules ton agenda, tu dis réunion, 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 réunion. OK. Alors, option 1, je laisse tout en vrac, balèque. Allez tous vous faire fuck. Je vais laisser ça en plan, m'en fous. Juste le prix de la leçon en disant, c'est la leçon, c'est le prix à payer. OK. Alors, je lis, je lis quand même pour rire. Je vais chercher rapidement backup, machin, machin. Alors, tu es aux US. Euh, alors, vous savez qu'un site en vrac, une journée, c'est en moyenne $9 000 de chiffre d'affaires. OK, tu dis, bon, ça va faire la petite leçon à $9 000 en moyenne. Why not? Je vais l'annoncer comme ça. Tu te lèves, tu vas chercher un café, tu vas faire un petit pipi, tu reviens, tu dis, non, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, il faut que je m'y mette. Et là, d'un seul coup, tu te souviens au fin fond de ton cerveau qui n'est pas du tout prévu pour que, ah oui, mais si, tu avais mis un truc de backup en place, tac, 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 tu fais le truc, hop. Alors, combien je vais perdre de commandes si j'appuie sur le bouton envoyer? Alors, la chaîne de commandement et de responsabilité, bah, moi et moi, allez, appuie, boum. Et tu dis, OK, c'est bon, réparé. Et le soir, tu fais toutes tes réunions en fin de journée, il y a quelqu'un qui vient dire, ouais, on n'arrive pas à envoyer une commande parce qu'il y a un problème là-dessus. Ouais, je sais, la commande, elle a disparu. Et t'as les infos? Ouais, j'ai fait un screenshot juste avant. Démerde-toi avec ça. Tu aurais pu faire un export quand même. J'aurais pu faire, mais je m'aperçois qu'en fait, oui, Philippe, un, j'aurais pu faire un export. Deux, j'aurais pu regarder dans la Mais mieux base que ça, si tu pourrais éventuellement je ne pouvais pas standardiser ça. décocher une case. Trois, j'aurais pu standardiser. Et là, je me suis dit, stop, c'est pas mon job. Je viens de le faire. C'est pas moi. La charge mentale ne doit pas me revenir. Je ne peux pas faire ça. Répondre aux clients sur les demandes sur le site, être connecté à Facebook, m'assurer que les posts sont bien publiés, réfléchir à produire un article en disant tiens, toi, je vais te défoncer parce que tu as pris une bonne position sur Google, je vais prendre la première place, j'ai à peu près 4 heures pour écrire un article cohérent et me demander attends, bouge pas, pour les cartons, il n'y aurait pas moyen de faire un petit truc comme ça et la promotion, merde, Et mon bon c'est la monsieur, fête des mères le 30. quand on est entrepreneur et qu'on ne sait pas déléguer, voilà ce qui se passe. Alors, on ne sait pas déléguer. Ça ne veut pas dire que. Alors, un, est-ce qu'on ne veut pas? Si, avec grand plaisir. Est-ce qu'on sait certainement à qui? Bah ouais. À qui je délègue? La bonne personne à la bonne place. En l'occurrence, c'est toi à toutes les places là de ce que tu es en train de me dire. C'est moi à toutes les places. C'est ta faute. Pourtant, non, non, non. Alors, oui, d'accord, si tu veux, mais en fait, le truc, c'est que je me dis, mais non, lui, il peut le faire. Oui, mais non, parce que lui, ce matin-là, ce jour-là, précisément, pendant 10 minutes, il fait semblant qu'il m'écoute, qu'il est totalement à donf avec moi. Au bout de 10 minutes, il est complètement absorbé dans son écran parce qu'il fait le truc qu'il a à faire, ses objectifs à atteindre, son kiff, ce qu'il veut, et il a raison. Et je me dis, attends 2 secondes. Option 1, j'ai un freelance. Ah ouais, mais le freelance, c'est pas son. Alors, je te dépeins et tu me donnes ton avis. Freelance numéro 1, celui qui fait ça en dehors de son job, parce qu'il a déjà un job, c'est un top. C'est un vrai fucking pro. Le gars, il est vraiment top pro. Simplement, bah ouais, il est 9h30, il est au taf, il n'a pas le temps. Option 2, le freelance qui fait que ça. Option 3, l'agence. Option 4, j'internalise. Si je me dis, c'est pas grave, j'ai résolu mon truc, j'ai fait mon job et je suis suffisamment et malin et bidule, et après pour me dire, bon, maintenant, il faut que tu t'arrêtes, pense à mettre une action en disant, salut la team, là, il va falloir processer. Ça ne peut plus arriver dans ces conditions-là. C'est pas possible. We are fucking guignol. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Et là, je me dis, OK, IDS. comment je prends ma décision de construire ma team? Si je suis dans une structure qui n'est pas un e-commerce qui a des révolutions qui tournent, où tu as 5 personnes à demeure avec 80% de dev, ou de profil plutôt tech, je ne sais pas si 80 est le bon chiffre, mais comment tu arbitres cette phase où tu es, dans un e-commerce qui commence à avoir une traction, mais qui ne l'a pas suffisamment pour avoir une team interne, et là, tu dis quels sont, admettons que je me dise, OK, option 1, l'option simple, finalement, à mon sens, hein, on peut en discuter, c'est l'agence. Tu prends, tu délègues, tu externalises complètement le truc. Tu valides. Mais bon, ça, c'est un choix. Et si je prends un freelance,
selon quels critères je le check. Il y a 2-3 trucs que je dois pas, sur lesquels je ne dois pas me faire avoir. Là, tu me parles d'infogérance. Qu'est-ce que tu mets dans infogérance? Mais tout. Éviter que le site reste en vrac Ok, plus de quelques minutes. J'appelle ça voilà. infogérance. Ok, c'est ça. Mais comme je suis petit, j'ai besoin d'infogérer plus en même temps. Et je sais ce que tu vas me dire, donc je le dis volontairement, je pousse un peu le bouchon. Hein, mais en même temps, s'il peut me faire un peu de dev, et puis qu'en même temps, il peut me faire un peu de ci, et puis que si éventuellement il peut me faire un peu de cela. Ouais, mais donc on en revient, tu sais pas déléguer. Mais... la bonne Si, ouais, je sais personne, déléguer, hein, je pose la question, mais il faut je la sais bonne comment je vais le personne. faire, mais Il faut la bonne personne à la de bonne ton. place. Et la bonne personne à la bonne place, ça veut dire qu'il faut déjà comprendre les bonnes places. Et beaucoup de choses dans ce domaine ont déjà été standardisées. Donc là, si on parle d'infogérance, il y a des solutions standardisées. D'accord. Et si tu as une solution standardisée qui est quand même bien connue, bien maîtrisée, bien standardisée, il y a un marché, etc., pourquoi s'amuser à faire ça mélangé à 15 autres trucs? Alors pourquoi? Quand tu viens de démarrer et que tu n'as aucun argent et que tu as du temps, oui, tu le fais toi-même. Ok. Deux, quand tu viens de démarrer et que perdre une journée de chiffre d'affaires, ça ne représente pas 9000, mais que ça représente 90, en effet, tu ne vas pas dépenser 90 € par mois. Si tu tombes en rade une fois par an et que ça te coûte, bon bref, tu as compris. Donc voilà, dans ces cas-là, en effet, tu peux tout mélanger, soit avec un freelance, soit toi-même, parce que le coût de la panne est finalement très faible. Passer un certain seuil, c'est comme une chaîne de montage, tu ne veux pas que ça tombe en panne. Euh, Donc, tu trouves une solution standardisée pour ça et tu vas probablement la séparer de solutions à d'autres problèmes. Donc, la bonne personne à la bonne place. Tu as une place qui est l'infogérance. Mon site a un taux de disponibilité élevé et tu as d'autres tâches, d'autres places qui sont créer de nouvelles choses, faire de la maintenance, etc. La maintenance peut aller avec l'infogérance. Créer des nouvelles choses, généralement, c'est un peu séparé. Donc, soit tu as une agence qui fait les deux, pourquoi pas. Soit tu as des freelances, des gens en interne. L'infogérance, c'est soit une société qui fait que ça, soit tu as deux personnes en interne avec des astreintes. La notion même d'astreinte, elle est pour définir qui est responsable à quelle heure de la journée, avec un beeper qui sonne la nuit. Et il y a même une super app qui remplace les pagers que tu mets sur ton mobile et qui a des chansons très rigolotes d'ailleurs. Quand ton truc sonne en pleine nuit, le serveur est cassé, cassé. Tu vois, un peu comme ça. Il y a toute une industrie autour de ça parce que c'est un besoin qui est hyper méga giga standard. C'est comme les Ok. pompiers. Ouais. Donc ça peut être des gens en interne avec des astreintes. Et dans ce cas, tu mets juste en place une petite infrastructure qui gère l'astreinte et qui est adaptée à ton niveau de risque. Et ton niveau de risque qui dépend de combien ça a de chances de tomber en panne et qu'est-ce que ça coûte quand ça tombe en panne. Et combien de temps pour réparer une fois que c'est en panne. Soit tu fais appel à une solution de clé en main de type infogérance, soit une autre type de solution clé en main qui est l'hébergement managé, type WP Engine, ce genre de choses. Ok. Et soit tu as une agence qui offre la prestation d'infogérance en plus d'autres choses qu'elle offre. D'accord. Et Là, en si ça l'occurrence, te coûte on est. rien de tomber en panne et que tu t'en fiches de perdre une journée parce qu'en vrai ça coûte pas Non, grand jamais. chose, tu te débrouilles, tu fais toi-même. Oui, non, ce qui est pas. Bah si, ça se fait. Quand tu es tout petit, tu viens de démarrer, tu es en phase de Oui, quand tu test. es tout petit. Non, mais quand tu es plus que petit, quand tu es plus que tout petit et que ça commence à chiffrer, tu peux me. Et Enfin, dans les solutions, j'en ai moi, oublié si une qui est. je passe à autre chose, quoi. Je ne peux pas travailler avec des clients qui me disent, tu sais, vu ce que ça rapporte, j'en ai rien à foutre. Bah, j'ai pas Ben votre voilà, mais place après, ici, c'est plus quoi. ta C'est un autre clientèle. Je débat. parle là de gens, Mais, toi, tu fondes ton petit truc vite fait. ah J'ai oui, oublié oui, ça, je comprends. dans les solutions managées, j'ai Shopify. oublié Shopify, qui est. Ouais, voilà ce que j'allais dire. Bah oui, prends un Shopify. Mais c'est C'est ça. bien. Prends un Shopify. Je crois que c'est aussi une réponse de tes petits. Tu démutes, prends un Shopify. Bien Là, sûr. pour le coup, tu vois, je postais des trucs sur la vidéo qu'on a fait Shopify versus e-commerce. Ça, c'est un des critères. T'es petit, tu démarres Shopify. Ça te permet de gérer tout cet aspect-là. Parce qu'après, alors, toi, tu mets dans infogérance, parce que ce n'est pas forcément des notions claires pour tout le monde, et en tout cas, si euh, tu vas mettre il y a un bug, il y a un plugin qui pète, il y a je ne sais pas quelle connerie, c'est pas que du serveur, c'est l'ensemble
des Pour moi, aspects. infogérance, c'est ce qui va garantir ton taux de disponibilité. Ok. C'est Donc, je suis sur le mon rôle de site, l'infogérance, pour moi, c'est ça. je fais une connerie, j'ai quelqu'un dans la team qui fait une connerie, hop, c'est l'infogérance, c'est l'infra qui prend le relais, qui dit ok, non, ça faut revenir en arrière, il y a des versions, il y a des sauvegardes, faut tout remettre, faut faire ça propre, faut faire un export des clients d'abord, blablabla, blablabla. Tu mets dedans. Donc c'est Tiens, j'ai la définition de l'AFNOR là sous les yeux. Ah, attention, on rigole plus, c'est la fin. Let's go. Alors là, on va casser la qualité hypnotique du contenu. Tant pis. L'externalisation de tout ou partie de la gestion et de l'exploitation du SI à un prestataire informatique tiers. D'accord. Dans la durée. Bon, ça, c'est pas la définition AFNOR, c'est la paraphrase pour humain. Très bien. Oui, je me doute, mais bien vu. Ok, ouais, mais c'est ça en fait. Mais c'est ça, un service défini comme le résultat d'une intégration d'un ensemble de services élémentaires. Quand on a dit ça, on n'a rien dit comme d'hab, visant à confier à un prestataire informatique tout ou une partie du système d'information d'un client dans le cadre d'un contrat pluriannuel à base forfaitaire avec un niveau de service et une durée définie. Super. Donc, niveau de service, hein, c'est le mot qu'il faut garder en tête. Oui. Tierce maintenance applicative. Tierce maintenance applicative. Business process outsourcing. Externalisation des processus métiers. Mais oui, sur le principe, c'est ça. Hein, c'est vraiment la notion d'un niveau de service et d'une garantie de disponibilité. C'est le rôle de l'infogérance. Et je me suis retrouvé donc cette semaine quand même à revisiter un peu mon agenda, à resserrer un peu les boulons et de me dire attends, ça, c'est pas pour toi. Donc effectivement, délègue. Donc mandat clair, etc. Tous les sujets délégation. Suivez la chaîne YouTube d'Arpel Consulting. On en a fait 4 épisodes sur cette thématique-là de la délégation, celle qui fonctionne pour le coup. Et donc, libère du temps pour ce qui a de la valeur, répondre aux clients, s'intéresser au marché. Je suis allé quand même faire un truc sympa. Attends, attention, parce que libère du temps pour ce qui a de la valeur. Ce que tu délègues a aussi de la valeur. C'est juste mais pas la même valeur pardon, et c'est une valeur qui est préciser. adaptée à ce que toi, tu sais le mieux faire. Ce que je sais mieux faire, là où je crée le de la division du travail. maximum de valeur. Voilà. J'ai fait un autre truc qui était vraiment sympa, par contre, qui m'a semblé avoir de la valeur. Vu que j'ai éteint pas mal d'incendies, c'est le job, hein, ça fait partie du métier, tu y vas, machin, tu prends le parti de dire ok, j'y vais en mode pionnier, donc il y a des roues de chariot qui pètent, il y a des tas de trucs, c'est normal, c'est le jeu. Comme je lisais une quote d'Oussama qui disait soyez pessimiste sur le court terme et optimiste sur le long terme. Je me disais, j'ai switché ce modèle-là en voyage. Quoi. Vraiment, tu te lèves le matin, tu n'as pas un faux trafic, tu n'as pas il n'a pas pompé à Naval, celle-là encore ouais, possible, fort possible, oui, je pense. Il a pompé pas mal de trucs à Naval. Pour l'avoir bien lu, là. Énormément. C'est bien inspiré. Et le reste, c'est Peter Thiel et Paul Graham. Naval a aussi pompé chez Peter Thiel et Paul Graham. Ça se mélange bien et je me souvenais en voyage, le matin, tu te lèves, il faut être pessimiste, tu ne sais pas ce qui va te tomber dessus, mais tu sais que sur la durée, sur 1 an, ça va bien se passer. Et tu sais qu'à la fin, ça sera un bon souvenir. Voilà, mais Bison Futé n'est pas là sur les pistes et donc, bon, tu te lèves, tu te dis, bon, allez, c'est la semaine, il va se passer, c'est comme ça, c'est la semaine, bon, on va être pessimiste sur la semaine, c'est pas bien grave. Et là, ça m'a saoulé et il y a un matin, il y avait une réunion qui a été annulée, j'ai pris mon poteau, je lui ai dit, viens, on va en ville. Et on va faire quoi? Je lui ai dit, viens, on va aller regarder le business de la vraie vie. Viens, on va aller mater des gens. Et on va aller quoi faire? J'étais à l'aéroport hier, j'ai pris des photos aussi pour un projet qui démarre là. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans les duty free? Ouais, tu vois, j'ai regardé le truc et j'ai dit, viens, j'ai besoin de sortir 2-3 heures, mettre le nez dehors, aller voir les gens. Tiens, comment ça se comporte là? Le déconfinement en France est en train d'arriver. Ça donne quoi sur les terrasses? Ah tiens, lui, je le connais. D'habitude, il a 5 tables. Il en a mis 50. Ah ouais, d'accord, il a compris la consigne à l'envers. Il a raison. Donc, tout le monde est blindé à bloc et tout. Ça picole. Ouais, l'anniversaire, c'est la fête maximum. Et tu dis, OK, et qu'est-ce qui va se passer sur mon e-commerce? Qu'est-ce qui va se passer en B2B? Comment les leads vont réagir? Est-ce que tout le monde va déserter Zoom? Ça m'a fait un bien fou de remettre le contact. Ça fait partie des trucs où quand je pète les plombs, quand j'en ai marre d'être devant mon écran,
de passer ma vie devant des foutus Google Sheets, des data studios, des machins en me disant, allez, fuck, ça sert à rien en vrai. Quand je suis en mode agacé comme ça, je sors, je fais ça, je me dis, bon, franchement, la data, c'est pour les autres. Hein. Ça sert à rien. Bon, après, on est en mode anecdote, on s'en fout. Après, l'après-midi, réunion, véridique, réunion. Il y a plein de gens dans la salle. Et là, ça commence à dire question. Ouais, alors pour le business, machin, on en est où là-dessus Ouais, non, moi, je pense que c'est à peu près ça. Mais c'est à peu près combien Et là, par contre, tu as Joselito, il ouvre le laptop, il commence à sortir la data, il commence à sortir les data sheets, les machins. Tu me dis combien Ce 25 mec est complètement 692. torturé. Je dis non, 692. Ouais, mais ça représente quoi comme CA Tant. Et ça, c'est quoi Ça, c'est ça. Et ça, c'est quoi Ça, c'est ci. Et ça, tu le ferais comment et là, il y a une personne qui lève la tête de la réunion qui me dit, mais tu as des chiffres sur tout, toi Je fais, ouais, ce matin, C'est mon métier. J'étais à 55,8 kg sur la balance après Oh là mon là. jaune. C'est pas du tout mon métier. Attention au Mistral quand même. C'est pas du tout sur le vélo, je m'accroche. Non, en fait, Philippe, tu sais quoi Franchement, c'est pas mon métier. Deux, c'est même pas mon mindset. Trois, à la limite, c'est même pas mon kiff. Mais quand tout part en vrille, quand ça te pète à la gueule de tous les côtés, il y a deux choses qui, moi, m'apaisent mais vraiment me rassurent, en fait, me calment, me confortent et me permettent de reprendre racine. C'est un, aller dans la vraie vie, voir des gens, comment ça marche, comment ça bouge, comment on fait du business, comment les gens parlent business aux terrasses, etc., etc. Comment les gens reprennent en ce moment contact avec toi. On se retrouve, on va au resto, on fait ci, les clients, les prospects, les réseaux. Et en même temps, choper de l'autre main la data en disant, il peut se passer quoi qu'il arrive, parce que tu parles d'infogérance, quand il y a quelqu'un qui vient de voir, ton boss qui te dit ton N+1, N+2, N+14, codir, comité exécutif qui te dit ouais, c'est quoi le bordel, le site a pété, on a perdu du temps, machin, etc. Tout, boum. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'infogérance, ouais, mais envoyez bouler, allez, ça c'est pour toi. Et puis si on prend, et ça, euh, ça assainit. Enfin, là, tu sais, c'est Bien marrant cette sûr. semaine, j'étais dans cette réunion-là et j'ai pris conscience, après être allé dehors, avoir vu plein de trucs, m'être fait une opinion, avoir eu des super conversations avec mes interlocuteurs, me retrouver dans une salle de réunion et prendre conscience, et je suis dedans, hein, de la quantité d'a priori, du niveau d'approximation qu'on peut avoir quand quelqu'un, tu lui dis, mais tu penses que tu as combien d'unités de ça ou de gens de ça et qu'on te dit 40 et qu'il y en a 400. Eh oui, il y a 2 ans, je t'ai fait cet exercice. Je t'ai dit, il faut faire cet exercice avec les dirigeants. Quand tu les mets en route, quand tu prépares mettons, un plan d'action, un plan com, ce que tu veux, tu repars des canaux existants, par exemple, tu pars des KPI que tu es censé mesurer. Donc, la première étape, c'est de les définir. Une fois que tu as défini ces métriques-là, tu demandes d'estimer. Tu ne les sors pas du premier coup. Tu demandes d'estimer avant d'aller chercher les chiffres. Toujours. Mmh. Mmh. Ouais, Et c'est fais-le pour important. toi-même. Quand tu sors des nouvelles métriques, tu vas pas tout de suite voir les chiffres. Tu essayes de deviner. OK. Parce qu'on parle d'intuition tout le temps, mais l'intuition, c'est quoi? C'est quand le cerveau s'est assez entraîné pour tirer des approximations en automatique, sous la conscience, sous le niveau de Mmh. conscience. Mais ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'entraînement en amont, hein. C'est comme les réseaux de neurones là, qui conduisent des voitures autonomes. C'est énormément d'entraînement avant. Donc entraîne-toi et entraîne tes clients. Personne n'a bon du premier coup s'il ne s'est pas entraîné avant. Alors après, ils ont pu s'entraîner de façon un peu automatique, sans faire exprès. Mais si tu lis sur l'apprentissage, c'est la pratique délibérée te fait progresser beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, et beaucoup plus sûrement que la pratique à l'arrache. Ouais, alors attention avec Pratique l'approche délibérément. le vice, le biais du senior. Mhm. Attention avec le biais du senior qui, dans beaucoup de cas, même dans des business que tu connais pas, là, je me suis retrouvé chez des clients sur des trucs que je maîtrise pas bien et comme ça, à l'arrache totale, je lui dis ça, tu sais quoi, 20%. T'es sûr? Ah, on a regardé la data, 17%.
Alors, attention à la prise de confiance. Alors, tu dis, ouais, un Pareto, plus un peu de malin, plus un petit coup de bol. À la fin, j'y arrive. Ouais. Mais je me Parfois, c'est beaucoup de méfie. bol. Ouais, accepte qu'il y a Ouais, beaucoup de parts j'ai de pas dit bol. devine et appuie-toi sur ce que tu devines. J'ai dit devine et après regarde. Donc Ouais, mais entraîne-toi, mais ne te fie pas trop à non, ce non, que mais tu. c'est super important ce que tu dis, Philippe, parce que tu finis par te dire, ouais, ça va. J'ai plus besoin d'entraînement, les gars, ça va. Voilà. Mais Je suis trop techniquement, tu sais où est l'erreur, c'est gaffe, que comme gaffe. l'intuition, c'est juste de l'encodage de fond, c'est ton réseau de neurones qui travaille sous la conscience, mais il travaille sur ce pourquoi il a été entraîné. Et à quel moment tu penses que ton intuition s'applique, ou si tu es vraiment pas préparé, tu penses que ton intuition s'applique de toute façon, tu crois que c'est quelque chose d'absolu. Et quand tu te retrouves dans un domaine où elle s'applique pas et que tu ne l'as pas détecté, parce que tu as même pas pensé que ton intuition avait une limite de domaine, ou parce que tu as mal évalué le fait que tu avais changé de domaine, C'est ça. ton intuition ne marche plus. Et ça peut arriver de plusieurs façons. Ça peut arriver parce que tu as changé de type de business, par exemple, ou Hmm, parce que tu as changé de taille, tu as triplé, tu as décuplé, et du coup, plus rien ne marche pareil. Ou tout simplement parce que le monde et l'industrie et l'économie ont changé, et c'est aussi beaucoup le cas en ce moment avec une économie qui est plus la même. La transition numérique, c'est ça aussi. Donc un eh ben, tiens, contexte qui n'est alors plus le même, donc une intuition qui souvent ne marche plus. donc, putain, et ça m'emmène sur un autre sujet que j'ai fait cette semaine. On l'a vu sur le Et Covid aussi, les intuitions sont... la plupart des gens n'ont pas du tout calibré leur intuition sur de l'exponentiel. Euh, ah, ça, c'est un vrai. Ouais, 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 ça, c'est flagrant. Ça, c'est flagrant. Mais et j'ai donc, eu un autre ouais. truc, en fait. J'ai eu un autre truc, pardon, que je te coupe, Mm. euh, ouais, j'ai eu un autre truc. C'est marrant parce que c'est pareil, ça m'arrive de trois. C'est dans la même semaine. Tu as plusieurs conversations différentes. Tu es confronté dans le flot de tes réunions, tes Zooms, tes machins, tes bidules. Tu parles de transition numérique, transfo digital, etc. Et il y a un truc qui m'a vraiment marqué, et je l'ai eu parce qu'on a parlé d'incentive. On a parlé euh, alors, j'ai parlé de ça pour deux raisons. D'une part, parce que je discutais avec un patron de restaurant qui me dit j'ai perdu 20% de mon staff pendant le Covid. Je redémarre et je suis super emmerdé. D'abord, les personnes qui font le service, j'ai l'impression ils ont 4 ans, je leur réapprends à marcher. C'est impressionnant, ils ont perdu beaucoup de gestes métiers. Et il me dit, j'ai du mal à les faire revenir au taf, à ce qu'ils se lèvent. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais c'était des 14 heures par jour en mode automatique à fond de balle. Et là, des gens qui sont dans un mode speed tout le temps, qui bossent le week-end, qui bossent tard, en horaire décalé, du jour au lendemain, ils ont goûté à la grasse mat, ils ont goûté au week-end. On Euh, l'avait prédit, celle-là. je fais quoi maintenant? Alors là, pour le coup, oui, c'est quelqu'un avec qui j'en avais déjà parlé, qui Tu s'y fais comme en attendait. Suisse, hein, tu fermes, tu fermes le dimanche, tu fermes à 18h. Et là, on est sur un métier, des professions, où il y a un vrai sujet là-dessus. Et justement, j'étais chez un autre client qui me dit ouais, mais machin et tout, ouais, franchement, il fait chier, il avance pas, blablabla. Bref, ça raccroche, ça queen, ça grogne. Alors, je reviens à la comptability chart. Je dis, mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle est à la bonne place? Ouais, quand même, mais fait chier et tout. Et je dis, mais est-ce qu'elle a le bon numéro? Est-ce que comment tu l'as fait avancer? Carotte, bâton et l'entre-deux, c'est quoi? Et là, une Alors, espèce de... est-ce qu'elle a le bon numéro juste pour... on fait allusion à plein de choses. Donc, le bon numéro, José Lito veut dire, est-ce que cette personne, on mesure sa performance sur la bonne métrique? Donc, est-ce qu'elle est incitée à améliorer une chose qui est importante et qui n'est pas contre-productive? Et, Et on là, a eu, et je pense à mes freelances aussi. Quand tu as des freelances, quand tu as une agence, quand tu fais travailler une team externe, c'est quoi l'incentive? Au-delà du contrat signé, est-ce que tu as quelque chose qui peut te dire, au-delà du, bah, alors on a les... ça, c'est hyper intéressant parce que tous les contrats comme ça, tiens, exemple anecdote, Boeing versus SpaceX. Aux États-Unis, dans l'aérospatial, il y a ce qu'on appelle les contrats cost plus. Donc, c'est un contrat où T'écris? cost,
Ouais, décrit ou... Ok, cost Explique, plus. pardon. Donc, cost, le coût plus marge. Donc, on te dit, bah, faut faire une fusée qui peut mettre 60 tonnes en orbite. Et voilà. Donc, tu fais ta fusée et puis tu comptes les coûts. Puis tu rajoutes ta marge qui est fixe. Le gouvernement t'a dit, tu as le droit à 20% de marge. Donc, tu mets 20% de marge. Tout simplement. Tout simplement. Donc, tu sais pas Pratique. combien ça va coûter à la fin, en fait. C'est Ah bah simple. non. Ça, tu sais Tu pas sais comment pas c'est. combien. Par contre, quel est ton intérêt en tant que fabricant? Ah, attends, en tant que qui est le fabricant? C'est la NASA ou c'est Boeing ou c'est Non, c'est Boeing. SpaceX? C'est Boeing. Donc, Boeing. si Ah, t'es alors, Boeing, tu es sur un contrat je Cost suis Plus. Boeing. Je suis un cost plus et Dans, je te dis, dans quelle situation tu gagnes le plus, vu que la marge est fixe? bah, ça ne change rien de toute façon. Enfin, si ouais, enfin, si je dis 5 milliards versus 1 milliard, vu que la marge elle est fixe, ça va être 20% de 5 milliards, 20% d'un milliard, c'est plus si c'est 20% de 5 milliards. Bravo. Mais ça, Donc, tu n'as jusque-là, on qu'une est bon. seule incitation, c'est d'avoir les C'est de coûts les dépenser le plus élevés plus. possibles. Tu vois, là, tu me fais douter. Je me dis, mais c'est con. Ah oui, c'est C'est très quoi ce con. délire? Mais pourquoi c'est comme ça alors? Pardon. Parce qu'il y a plein de raisons de se dire, enfin, tu connais le débat des contrats régie Je sais pas. versus, comment on appelait ça Chez Lunaval qui dit pour faire du business, sois surtout bon en arithmétique, maîtrise les stats et les probas, et le reste, tu t'en fous. Et là, tu te dis, c'est C'est ça, ouais. l'arithmétique. Ça va coûter L'arithmétique peut suffire en Cost Plus. pour le coup. Donc, Non, mais c'est quoi ce truc? Je te jure. bah c'est ça. Alors, quelle est la probabilité qu'il y ait des dépassements quand tu es en Cost Plus? Bah, pour le coup, on approche des 100%, je pense, si on parle de proba. Et SpaceX a un peu mis le bazar en proposant et en acceptant. Alors, j'ai un peu zappé, mais en gros, ils avaient poussé pour la mise en place de contrats fixes sur les premiers programmes de ravitaillement de la station. Euh, et donc, ils ont en effet mis en place, la NASA a en effet mis en place des appels d'offres fixes, à enveloppe fixe, et tu te démerdes avec ça et tu n'as pas de rallonge. Ouh. Et sans surprise, bah, on se retrouve avec des coûts quand tu es divisé par 4 ou par 5. Im. Donc voilà, ça c'est les incitations. Et donc c'est pareil au niveau des agences. Quand tu fais un contrat régie, bah, tu n'as qu'un intérêt, ça continue à bosser, tu es payé à l'heure. Quand tu fais un contrat agile, c'est un autre sujet. Et quand on fait un contrat périmètre fixe, bah, tu n'as qu'un intérêt, c'est à rentrer dans le périmètre et à garder ta marge, donc à faire tout ce que tu peux pour dépenser moins. Ce qui peut avoir aussi plein d'effets pervers. Donc ça, c'est toujours les mêmes problèmes d'incitation du format du contrat. Et toujours pareil, quand on paye les gens à l'heure, bah, ils ont tendance à faire plus d'heures, quoi. Loi de Parkinson aussi. Quand on paye les gens à l'heure, ils ont tendance à faire plus d'heures. Pas payés. Bah si, puisque tu payes à l'heure. J'ai un client que je kiffe au-delà du réel qui me dit, tu sais, gratuit, c'est trop cher. Gratuit, C'est c'est ça. déjà trop cher. Je kiffe. Je me dis, merde, si on essaie comme ça donne quoi? C'est la discussion que j'ai Évite-moi les eue avec économies, quelqu'un j'ai pas les moyens. qui me disait, mais tu sais, en France, dans le monde du logiciel libre, les Français, ils font jamais un don. Et ben, je me dis, merde, je donne à Wikipédia, je donne à The Conversation, je donne. Il me dit, les Français font pas un don. Je me dis, merde, c'est parce que je suis trop con ou c'est parce que je suis un peu espagnol sur les bords ou mais c'est question d'incentive. C'est un casse-tête, Philippe, c'est un casse-tête. Ben, je pensais que c'était vraiment. Je fais mon coming out dans le B2C. Après des années de B2B et surtout avec des commerciaux, tu dis bon, l'incentive, c'est facile, c'est le truc où ton commercial, il y a toutes les chances qu'il ne te la mette pas à l'envers. Donc, c'est une espèce de course stupide aux gendarmes et aux voleurs, mais c'est un peu comme ton truc de cost plus. Des fois, tu arrives à des hérésies où tu arrives dans une boîte, tu dis alors, le plan de Rennes, ça marche comment? Ben, on a fait ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, d'accord, ok. Mais en quoi ça motive les équipes? Ah non, c'est pour pas qu'ils nous niquent. Ouais, d'accord. Voilà, voilà. Mais Ok. c'est comme on pousse à la collaboration c'est le plus important. Ok, c'est quoi votre plan de rémunération? Ah bah you eat what you kill, hein. Mais je comprends pas les commerciaux, ils rentrent pas trop dans nos valeurs de collaboration. Sérieux.
Alors là, j'étais en Grèce, c'est pour ça qu'on parle d'incentive. C'est que pour ceux qui connaissent pas la petite histoire, en Grèce, il y avait, je sais pas trop où ça en est, une loi qui a, j'ai pas été vérifié, j'aurais dû, qui apparemment disait que quand tu n'avais pas fini ta maison, tu payais pas encore les taxes locales. Bon, c'est pas comme s'il les payait Oh, d'habitude, mais comme à La Réunion. ah ouais, d'accord, je connais pas. Et du coup, bah, quand tu es, quand t'es en Grèce, dans les villages, tu as des Pas le villages, choix. c'est 80% des maisons où il y a des fers à béton qui dépassent du Les toit. fards à béton, oui. À La Alors, il Réunion, y c'est en a pareil. qui sont un peu minutieux, il reste un fer à béton dans un coin. Après, c'est toujours pareil, les probabilités. À combien il faut de fer à béton pour que ça passe, tu vois. Dans Laisse l'ensemble, tomber. c'est une incitation à des villages assez moches. Ah ben oui, Ça fait alors pas soigner, ça fait pas soigner, franchement. en 2003, j'ai passé 2 mois et demi ou 3 mois, je ne sais plus, à La Réunion. Et j'arrive sur l'île de La Réunion, tu vois, je regarde les trucs et je me dis, putain, il y a vachement de baraques en travaux, il y a vachement de deuxième étage avec les fers à béton, justement, dans les Bah, la angles et même, tout. ouais. Mais tu sais, je sais pas, c'était tout nouveau, je fais le truc, je me dis, attends, mais où j'ai déjà vu ça? Je me dis alors, l'Espagne des années 80, un peu le Portugal des années 90. Je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Et là, je demande à la personne qui m'accueillait, elle me dit, non, non, c'est une question d'impôt, tu ne veux pas de taxes tant que la maison n'est pas finie. Donc, le deuxième étage, il est toujours en construction, tout le monde vit au rez-de-chaussée, tu n'as pas besoin de toi plus que ça, finalement. Et je dis, par contre, ils utilisent le truc pour le linge. Je te dis, ah, non, non, par contre, ils respectent les règles, hein, mais par contre, fer à béton, c'était, bah, je pense que Voilà, vérifier encore en une Grèce si c'est incentive mal pensée. mal pensé. Mais je Il sais y en pas, des avait un fois, autre sur les appels d'offres aussi qui est assez connu. Alors, j'essaie de retrouver le truc parce que je ne le connais pas par cœur, mais en gros, sur les appels d'offres, tu as toujours le problème que on va prendre le moins cher. Du coup, ça incite à couper les angles, comme on dit en anglais. Je ne sais pas comment on dit en français. Quand tu dis cut the corners, bah, ça incite à bâcler et à faire des ouais, économies de bout de chandelle. Voilà. ouais, Et, ouais, économie coup de chandelle, ouais. et tu te retrouves avec des problèmes de qualité, finalement, des dépassements, tu te retrouves avec des conflits, etc. Donc, c'est pas bon non plus. Mais d'un autre côté, tu peux pas prendre, je sais pas, le plus cher, évidemment. Bon, c'est compliqué. Et si tu fais pas d'appel d'offres, tu te retrouves avec des ententes et tes prix montent, montent, montent. Bon, avec des appels d'offres, il y a aussi des ententes, mais et donc, ils ont fait un système. Alors, ça demande un petit effort mental. C'est tout bête, mais ça demande un effort mental. Donc, je suis pas sûr de bien le décrire. Mais si je me rappelle bien, euh, c'est le ah oui, c'est le moins 10 ans qui l'emporte, mais il l'emporte au prix du deuxième moins 10 ans. Ok, appel d'offres. Toi, tu dis 10 balles. Moi, je dis 20 balles. C'est toi qui le remporte à 20 balles. Exactement. C'est même pas des enchères inversées ou un espèce. Non, non. C'est un espèce de games de dire moi, je pense que lui, il va le faire à temps. Je vais le faire un tout petit chouïa au-dessus. Ah ouais, mais si je fais trop au-dessus, c'est lui qui va l'emporter. Je vais lui donner mon blé. Putain, les C'est mecs, ça. ils Donc, doivent ça se t'incite. manger la tête toute la journée pour faire leur truc. Ouais, mais à la fin, en fait, ça t'incite finalement à être le plus juste possible. Parce que tu sais que tu auras un peu plus que ce que tu as mis. Donc, si tu vas au ric-rac qui te fait perdre un tout petit peu d'argent, voire pas du tout d'argent, et tu penses que tous les autres vont à peu près essayer de faire comme toi, tu vois, ça te permet à l'organisme qui passe l'appel d'offres de se rapprocher de tes vrais coûts. T'es pas en train de tricher, tu vois, t'es pas en train de jouer, et tu sais que tu auras un peu de marge, donc ça va. Donc, limite, tu vas chiffrer à zéro marge pour être sûr d'être le moins 10 ans. Mais à la fin, tu sais que tu auras quand même la marge parce que le suivant aura mis un peu plus que toi. Attends, je vais être en contact. Je vais le tester. Sérieux, tu sais quoi? Je vais le tester. Ce matin, j'étais en contact avec une agence. J'ai quelques devis qui traînent sur un bureau. Euh, je, oh, je vais la tester, ta connerie. Je te jure, je vais la tester. Mais il faut que je leur dise. Donc, en fait, j'ai 3 agences. Je vais les faire taffer tous les trois. Bonjour les agences. Si vous me voyez passer, vous savez déjà quelle sauce vous avez dû manger. Mais non, je vais vraiment taffer, hein. Par contre, j'ai un client qui a un vrai besoin aujourd'hui, donc Alors c'est pas une attention, parce blagounette, que mais ça ne je marche leur que si dis, ton scope est fixe. Donc c'est à toi de définir oui, ton oui, scope en amont. ouais, non, Mais le j'ai un problème quand cahier tu fais des ça, c'est charges. que c'est autre type d'incitation. Si tu travailles à scope fixe, que tu fais des cahiers des charges détaillés, bah, tu as une incitation à sur-spécifier les choses
en amont et tu perds en agilité. Donc, ça a d'autres inconvénients. Peu importe, je veux tester ton truc. Je veux tester ton truc, voir juste Alors, la il y a une réaction discipline. des agences à qui je vais dire ça, comment elles Il y vont a, qu'écran. il y a une discipline donc, qui est issue de la théorie des jeux qui s'appelle le mechanism design et qui est la conception de mécanismes d'incitation et qui permet donc de trouver des mécanismes comme ça, de les concevoir pour obtenir un comportement mieux adapté. Donc, ça s'appelle mechanism design. Si ça vous amuse, allez consulter. Et tout ça vient de la théorie des jeux qui, justement, c'est ce que tu viens de dire. Les cassages de tête, tu connais le dilemme du prisonnier. Tout le Bah monde ouais, connaît le bah ouais, dilemme du bah ouais, prisonnier. bah ouais, Euh, bah ouais. Dès que tu as plus de 2 personnes, ou même que 2 personnes impliquées, mais que tu as un ensemble de règles comme ça, et avec comment dire, des éléments d'aveuglement, comment tu dis, des blind Ouais, spots, ouais, ouais, vas-y, tu as des vas-y. blind spots, voilà, tu as des points Des blind aveugles, spots. des angles morts, Des ongles morts, des zones d'ombre, des angles morts. des Ouais, asymétries d'information, voilà. Et donc, toutes ouais, les asymétries d'information fait que tu dois jouer, tu dois parier, tu dois faire des probabilités, tu dois te demander comment l'autre va penser, sachant qu'il sait que tu sais qu'il sait que tu sais, tu vois. Donc, tout ça, ça s'étudie, ça se mathématise, et mieux que ça se mathématise tellement bien qu'on a plein de prédictions en biologie sur l'évolution, oui, oui, basées oui, sur la oui, théorie des oui, jeux, oui, oui, oui. et on prédit plein de comportements en se disant, bah, tu as plusieurs stratégies au sein d'une espèce ou entre 2 espèces, un prédateur et une proie par exemple. Et la théorie des jeux prédit l'équilibre, le point d'équilibre entre ces stratégies. Et en effet, tu retrouves des points d'équilibre comme ça dans la nature. Et hop, à un moment, ton environnement change et ton point d'équilibre bouge. Mais on ne peut pas faire l'effort intellectuel. Je suis fasciné. Ah, À c'est chaque trop de fois, je dis, boulot. Mais ouais, voilà, exactement, Philippe. Ce qui me fait halluciner, c'est de voir dans toutes les conversations que je peux avoir avec des dirigeants, avec des e-commerçants, ce, ce, cette absence chronique de volonté de faire un effort intellectuel, de se manger un peu le crâne sur des trucs contre-intuitifs. Non, mais c'est de la branlette. Mais quand tu as 12 commerciaux qui se battent entre eux au lieu de se coordonner et qui se volent des proies, c'est moins de la branlette déjà. Mais c'est pas de la branlette, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, moi je les vois, Ah, les ça peut équipes l'être quand de tu le fais à mauvais 12, escient. 20, et alors ça commence, mais même, j'ai vu des teams, enfin, je l'ai vécu, en l'occurrence chez Bouygues Télécom, et là je pense que il se faisait quand même un peu plus de masturbation intellectuelle pour essayer, mais c'était quand même du jeu de gendarme et au voleur. On était dans les années 2000. Là aussi, il y a eu de la sophistication, il y a des outils, il y a pas mal de choses, mais il y a encore un vrai laxisme là-dessus. On ne fait pas d'efforts, on va au plus facile. Et que je t'incentive. Comment tu fais? Alors, vas-y, je t'incentive sur le CA. Ok, bah, je vais vendre ce qui rapporte le plus de chiffre d'affaires. Ouais, mais ma marge. Ah ouais, mais alors ça donne des. Ah, mais oui, mais moi je me bagarre tous les jours pour la marge de l'entreprise. Je suis même pas associé, j'y vais à donf. Alors franchement, c'est dégueulasse. Bah, puisque c'est ça, vous faites tout chier. Et puis moi je m'en vais. Et puis je m'inscris à CGT, je sais pas quoi, syndicaliste, unissez-vous. Allez, c'est parti. Je vais détourner des avions, pourquoi pas. Non mais et tu sais, le truc c'est que non mais quand tu vois dans une organisation, dans une PME dans les conversations que tu peux avoir, la quantité d'énergie qui est dépensée pour mettre tout ça sous le tapis, tu te dis pourquoi tu ne prends pas le même. Finalement, c'est une prise de chou. Merde, c'est comme dans un couple. Ah, tu peux pas. Tu vas forcément. C'est pareil. Un couple, soit pessimiste à court terme, optimiste à long terme, ça va bien se passer à la fin. Ce sera 50-50 devant l'avocat. Mais une chose est sûre, et by the way, ma belle-mère n'est toujours pas divorcée. Ah, Ah, ça, c'est un gag, je devrais le raconter un jour. De ne pas choisir le bon avocat. Donc, tu te dis, il est incentivé pourquoi comment cet avocat? je ne sais Alors, pas, même alors, pas bien. figure-toi que sur les procédures de divorce, il y a des gros problèmes d'incentive. C'est que les avocats gagnent plus sur des procédures longues et souvent, tu es assez mal conseillé parce que les avocats t'emmènent à la baston. Ça arrive beaucoup et peut-être plus aux États-Unis qu'ici, je pense. Et les avocats t'emmènent dans des situations horribles, extrêmement coûteuses, mais parce que ne gagnent que dans ces situations-là. Tu vois, c'est comme les médecins. Mais là, Comment il tu veut fais pour bien, quoi. incentiver un avocat à réduire au max? Tu vois, tu lui dis, écoute, si ça se passe hyper bien et que ça dure une semaine, je te paye le double. Mais Boum. t'as pas envie. Tu dis, ouais, franchement, c'était facile, ça a été hyper vite. Tu m'as donné 2, 3 conseils, j'ai parlé, on a fait 2 rendez-vous d'1 heure et c'était réglé. T'as pas envie de le payer, ton avocat. Voilà.
Alors que si ça dure 5 ans et que c'est un bain de sang, là, là tu te dis plus, heureusement qu'il y avait l'avocat. Qu'est-ce que tu... Mais ouais, man, qu'est-ce que tu veux? J'ai fait une négo avec ma belle-mère là-dessus sur Il m'a dit un de de ses... parler à mon ex, je vais pas le payer pour ça. Elle a un locataire qui lui a fait une tartine sur une histoire de caution de je sais pas quoi. Je lui ai fait préparer sa négociation avec le médiateur. Elle m'a appelé, elle était toute contente. Elle n'a pas gagné son truc, etc., etc., mais elle avait défendu son dossier. Elle cherchait justice. Elle ne cherchait pas de l'argent. Elle voulait juste que la situation soit la plus juste possible. C'est quand tu fais de l'incentive, pourquoi tu ne te prends pas le temps de te poser la question, la personne qui est en face de moi, le freelance, mon collaborateur, je bosse avec un freelance aujourd'hui. À chaque réunion, on a un meeting toutes les semaines. Il ne peut pas s'empêcher de prendre 3-4 minutes dans un point sur le meeting pour me dire, mais tu sais, hein, j'y passe quand même du temps, etc., etc. Et je dis, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème. Là, regarde, tu es là pendant 30 minutes, j'ai des questions, tu apportes des réponses. Tu sais quoi, ce qui m'intéresse, c'est que la courbe de combien ça coûte, elle diminue, combien ça rapporte, elle augmente. Tant que c'est comme ça, continue, lâche Le rien. problème, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont te dire ça, mais qui, d'un autre côté, vont commencer à fliquer le temps que tu passes, surtout, regarder où tu es. Si tu pars un peu en avance, ils vont faire des commentaires. Si tu prends tes congés au mauvais moment ou si tu les prends tout court, ils vont faire des commentaires, etc., etc. Ils vont se mettre le nez dans des méthodes où, à la fin, ça importe peu. Donc, tu vois, si tu as ce discours, mais qu'en parallèle, tu passes ton temps à montrer que ce qui compte, c'est le signal plus que l'action, plus que le résultat, que ta façon de mesurer l'output, le produit, est tout à fait biaisée ou pas du tout aligné avec ce que tu prétends vouloir changer, le numéro, le nombre dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est quand même très souvent ça, malheureusement, en entreprise. Le Et discours après, ne tu te colle bats, pas aux incitations réelles. tu te Parce bats que les quand on te incitations, dit c'est pas que des modes de rémunération, hein, c'est vraiment ah non, la non, je façon dont parlais on de te fait ça parce que bosser, c'est les interactions. Non, mais c'est la face émergée de l'iceberg, donc c'est oui, c'est ça, important. c'est la partie émergée de Et l'iceberg, maintenant, mais c'est ce que élargissons, tu c'est dis. pas que ça, c'est les interactions que tu as avec tout le monde. C'est, tiens, on parlait l'autre jour avec Katharina et Stéphane. Stéphane, On disait comment on incite les gens à, mettons, à être plus productifs. Si tu leur dis, OK, tu es plus productif, tu as gagné 5 heures dans ce que tu fais, tu produis toujours autant, bah c'est cool, tu as 5 heures, bosse plus. Elle est où l'incitation? Non, mettons, tu as dégagé 5 heures, bah, prends-en 2 pour toi et laisse-en 2 à la boîte, par exemple, tu vois, on fait moite-moite. Je simplifie. Et donc, Katerina donnait l'exemple, il y a des boîtes qui le font vraiment. Le vendredi, tu peux partir un peu plus tôt si tu as tout fini. Et toujours pareil, tu peux dire ça et derrière, en continuant à rajouter à chaque fois pour que personne n'ait jamais tout fini. Et pourquoi pas, si tu es Elon Musk et que tout le monde est derrière toi parce qu'ils veulent aller sur Mars et changer le monde et qu'ils ont tous moins de 30 ans et une énergie d'enfer, très bien. Mais tout le monde n'est pas Elon Musk ou Jeff Bezos ou qui tu veux. Tout le monde ne paye pas 200 000, 250 000 par an, etc. Donc, si tu peux pas être Elon Musk, bah, tu laisses les gens partir un peu plus tôt le vendredi ou pas venir du tout le vendredi ouais, une ouais, fois par mois, quoi. enfin, prends le temps de réfléchir. Et tu vois, c'est marrant parce que j'ai posé la question à des e-commerçants, des responsables e-commerce sur LinkedIn. Bonjour, voilà, moi, j'ai plutôt un profil B2B, vente complexe et je m'intéresse de plus en plus au B2C, enfin à l'e-commerce, commerce électronique, parce que B2B, B2C, peu importe. Voilà, je prends quelques tips. Je pose 2-3 questions et j'ai trouvé ça intéressant de justement la réponse. Alors, je disais jeune versus moins jeune, c'est un biais parce qu'il y a eu, là, j'ai eu six réponses. Il s'est avéré que j'ai eu 3 grisonnants et 3 minots et c'est assez trouvé comme ça. Donc, c'est pas, ça n'a aucune valeur en soi, mais On va j'ai bien calculer aimé. l'intervalle de J'en sais confort rien. J'en statistique. sais rien. Il faut le calculer. Il est ridicule. Mais en tout cas, les plus jeunes m'ont dit mais mec, prends une agence. C'est plus cher, mais ça fait bien le job. Ça te fait gagner du temps. Je te Et je l'ai me toujours suis dit dit. écoute, si vraiment on a une génération qui déboule avec ce mindset et ils prennent les commandes avec ce mindset de c'est plus cher, mais toi, tu peux te concentrer sur ce qui a de la valeur. José Lito écrit des articles, raconte-nous des histoires, parce que ça, tu sais bien le faire. Euh, et j'ai eu 3 autres personnes un peu plus matures, âgées, des quinquas, me dire ouais, ça dépend, la
contrat, machin. Parce que peut-être qu'une agence serait peut-être recrutée en interne, tu comprends, parce que regarde, si tu fais la ratio, le nombre d'heures qu'ils vont travailler et tout. Et, putain, j'ai toujours cette phrase doucement en tête. Imbitable. Les yeux, là, C'était imbitable. imbuvable. Y a- Bah, Non, mais il y a, imbitable, imbuvable. Non, comme non, non, moi, non. mais il y a plusieurs façons de le faire et c'est comme d'hab, il n'y a pas de recette, il faut s'adapter au contexte. Vice-versa, tu vois aussi des gens de tous âges qui cherchent externaliser growth hacking, externaliser growth marketing, etc. Ou externaliser je sais pas quoi et des choses qui sont potentiellement pas trop à externaliser, ou en tout cas pas complètement. Et il y en a aussi qui externalisent en se débarrassant. Il y a des choses qui doivent rester quand même au cœur de l'entreprise et malheureusement le marketing, enfin pas malheureusement, malheureusement le marketing est trop souvent considéré comme un truc à déléguer parce que c'est une plaie plus qu'autre chose, Ouais. alors que je reviens toujours au principe essentiel de Peter Drucker, c'est créer un client et créer un truc à donner au client, c'est juste les deux seules vraies activités de l'entreprise. Donc, certes, tu peux externaliser certaines fonctions du marketing parce qu'il y a un problème de multi-expertise que tu ne peux pas vraiment résoudre à ta taille aujourd'hui, que tu as besoin de quelqu'un qui est un peu externe, donc qui a un autre regard, qui a travaillé sur plein de clients différents et qui a aussi un autre regard pour ça, une technicité que tu n'as pas en interne. Dans le même temps, il y a des éléments stratégiques dans le marketing que tu ne peux pas vraiment déléguer. Tu peux te faire coacher et c'est pour ça qu'on a fait Tempo. C'est que c'est des choses où, pour moi, il faut se faire coacher. Il ne faut pas les outsourcer à 100%. Tu Un ne peux pas exemple? t'en débarrasser. Tu peux si tu Donc, es tu un peux pas te hôtel, si tu débarrasser. veux, mais c'est toujours pareil, hein. Les hôtels ont fini par outsourcer leur marge à Booking.com et Airbnb. Hmm. Donc à un Qu'est-ce moment, que tu ta enlèverais pas? marque Qu'est-ce que tu garderais dedans? La marque? une partie de ton budget, en tout cas la décision finale et tout ce qui est décision de croissance, décisions qui vont influencer sur le produit, positionnement, tout ce qui est connaissance client également. Tu peux déléguer le travail de connaissance client, je veux dire, je sais pas, des interviews, du tracking, des choses comme ça, de la synthèse même, tu peux le déléguer, mais à la Ouais. fin, assimiler ça, aller refaire du quali, comme tu l'as décrit tout à l'heure, une fois que tu as le quanti, tu retournes faire du quali, tu vas sur le terrain, tu parles aux gens, tu mets le nez dans les calls, dans les Zendesk, etc. Tout ça est tranché à la fin en se disant voilà, tout ce qui est vision, la vision, tu ne peux pas déléguer ta vision. Ça me rappelle Yannick Mériguet, Ça, ça qui se délègue le pas, ça se truc coach. du consultant qui était contre-intuitif, qui disait, moi, plus je passe de temps chez un client, plus je lui facture cher. Je dis, mais non, tu passes plus de plus longtemps avec ton client, donc au fur et à mesure, tu fais du discount. Il me dit, non, 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 non. Je dis, pourquoi Yannick? Il me dit, bah, parce que plus je passe de temps chez un client, mieux je le connais, mieux je connais son Ah marché, bah, plus tu as de valeur, hein. plus je vais vite à lui donner, à l'aider à prendre les bonnes décisions, plus j'ai de valeur, donc plus je facture, plus je fais monter mes honoraires. Et je vais dire, OK, c'est Voilà une intellectuellement, incentive c'est originale. vrai. Ben oui, pour ça, tu vois, on parle d'initiative, je dis, ouais, c'est carrément juste. Et lui de rajouter, bon, par contre, tu vas galérer en France pour faire ça, José Lito, hein, je te préviens, ça va être Ça va être compliqué. compliqué. Il me dit, ça va être compliqué. Est-ce que culturellement, on a un problème avec la notion d'incentive? J'en sais rien. Hein. Je ne fais pas du French washing, je m'en fiche. En fait, ce n'est même pas mon sujet. Mais je me dis, quelles sont les entreprises qui appliquent des méthodes d'incentive comme ça, où vraiment ils se prennent la tête? Je suis bien curieux. Alors Je pense que ça a de la valeur. Dans le SaaS, il y a énormément de travail sur le pricing. Ouais, 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 Et le ouais. pricing est quand même un gros mode d'incentive. Parce que l'incentive, il est chez le client aussi. Hein. Et dans les Ça, organisations sales très matures, les organisations commerciales très matures, tu as aussi beaucoup de ouais, travail d'incentive parce ils ont compris qu'il y avait des problèmes d'alignement et ils ont cherché comment créer de l'alignement. ouais, Et c'est tout un ce qui vrai, est vrai growth sujet, ça. marketing, quand c'est vraiment mature, pareil, on essaye de faire des équipes qui traitent l'ensemble de l'entonnoir et pour essayer d'éviter les luttes d'entonnoir de type ah bah c'est les sales qui closent pas mes leads, ah bah c'est les marketeurs qui m'envoient des leads pourris. Ah ouais, j'ai eu cette histoire là-dessus. Ah, gros projet, grosse boîte, grosse entreprise. C'est Non, mais ça, c'est le truc c'est histoire vraie, hein. Projet sur plusieurs années. Donc, c'est le marketing qui pilote le projet. Donc, le marketing dit il faudrait faire ça, 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 et ça, et ça, et ça. La DSI alignée, ils sont tous en phase, ils bossent comme des brutes, ils font ça super bien.
Ils font du produit sans le savoir, en fait. Ou ça change, j'en sais rien, ils font du produit. Mais pas de thunes. C'est le marketing qui pilote, donc pas d'argent, pas d'argent. Et ils cavalent tout le temps après le pognon. Et puis un matin, il y a un type du côté commerce qui regarde ce bordel là, qui passe. Tu sais pas pourquoi il est là. Dans une réunion, il a été mis là et le type il dit mais c'est génial ce truc. Non mais c'est juste de la bombe, bébé. Mais qui est-ce qui a fait ça? C'est la team market plus machin et tout. Bon, c'est un peu plus grosse organisation, ça met un peu de temps, hein, je le raconte vite, mais 6 mois après, le projet qui était un projet plutôt marketing devient un projet stratégique au niveau de la filiale et c'est repris par qui? Par la direction commerciale. Et là, le chef de projet te dit, et là, le pognon coule à flot, quoi. Tout ce qu'on s'est battu pendant 3 ans, où on a passé plus de temps à devoir aller chercher avec les dents le budget, là, tu sais quoi, le robinet, il est ouvert, c'est cascade. Ça, c'est des problèmes de culture et d'organisation assez courants aussi, où tu as la direction comprend une chose et pas l'autre. Souvent, il y a beaucoup de directions qui ne comprennent pas le marketing. On a souvent mis le profil de Danny Asling qui fait des posts assez percutants à ce sujet sur les CEO qui ne comprennent pas le marketing. Et ouais, si. C'est fou, hein. Je pense à ça parce que tu vois, on parlait d'incentive, on parle de tout un tas de choses et je me dis, et là, d'un seul coup, c'est un il y point a une culturel. équipe, ça se déploie. Tu te dis, pourquoi on ne croit pas au marketing, quoi. C'est culturel. Tu lis le bouquin sur Steve Jobs. Le mec a bossé dans l'agence qui travaillait avec Apple. Il a énormément bossé avec Steve Jobs. Et donc, le bouquin est focus sur la simplicité et la notion de simplicité chez Apple. Et il te montre en comparaison ce qui se passe chez Intel et ce qui se passe chez Dell, entre autres. Parce qu'il a aussi bossé sur pas mal de comptes avec Dell et Intel. Voilà. Et en gros, tu as Dell qui est une boîte plutôt de commerciaux. Tu as Apple qui est vraiment une boîte de marketeurs. Marketeur et produit, donc idéal si on peut dire, et tu as Intel qui est une boîte d'ingénieurs. Boîte d'ingénieurs pure. Et donc ils te disent, à chaque fois chez Apple, on comprend la marque, on comprend le produit, surtout après le retour de Steve Jobs. Ils comparent aussi avec Apple dans la phase intermédiaire, quand Steve Jobs était viré, qui était peut-être une boîte plutôt de financier pour le coup. Financier et vente B2B. Je me souviens. On va dire. Et donc, ils te présentent les différents fonctionnements. Et c'est exactement ça. Chez Intel, ils vont toujours regarder, faire 1 milliard de tests sur toutes les idées de pub. Et ils vont toujours diluer à l'extrême et finalement retenir le seul contexte qui n'a pas, le seul concept qui n'a pas été éliminé, qui est passé dans tous les focus groups sans commentaires négatifs, etc., etc. Et à la fin, tu as toujours des pubs horribles. Chez Apple, ils ont dit ils n'ont jamais testé une seule pub. Tout passe par Steve Jobs et c'est Steve Jobs qui valide à la fin. Et jamais les mecs vont faire une présentation avancée dans le process à quelqu'un qui va ensuite montrer à son boss, qui ensuite aura l'avis de Steve en fin de parcours. Jamais. Il y a Steve Jobs est là dès le début à la fin. Il n'est pas là à micromanager, hein. Il est là à prendre les concepts et à trancher et à faire des feedbacks. Et parfois, il a tort, mais derrière, tu as une équipe qui travaille, qui reformule, qui va essayer de le convaincre. Mais à la fin, il est impliqué. Chez Dell, il y avait encore d'autres problèmes de... Attends, c'était quoi? Michael Dell. Bon, je l'ai zappé. Dell, c'est la surtout boîte qu'il est parti. Après, eux, ils avaient plus des problèmes produits. Ils avaient des problèmes, et de naming, etc. Grave. Mais bon, en gros, tu vois les problèmes de culture, finalement. Ouais, là, je crois que c'était là. Il est parti, il est revenu dans sa boîte, mais c'était mort. Il y a un truc qui était vrillé dès le départ. C'est pas Apple, mais c'était quand même mieux quand il était là que quand il n'était pas là. C'était mieux quand il était là, mais Dell, c'était la force brute, en fait. C'est l'époque où je les vendais, les ordinateurs. Et c'était la bagarre, c'était juste la bagarre. Mais c'était la pub argumentaire coup de poing, boum, 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 boum. Et puis, ils avaient trouvé un truc et ils tapaient dedans. Mais c'est vrai que tu sentais bien que l'univers n'était pas le même, quoi. C'est juste que ça me fait rigoler parce que j'ai le jingle d'Intel dans la tête maintenant et je me souviens dans les années 80, 90, 95, avec l'ordinateur individuel, tout ça, j'en bouffais des kilotonnes puisque c'était mon taf. Et tu avais cette guéguerre et il y avait cette espèce déjà de... Alors qu'Apple n'était pas le Apple d'aujourd'hui, hein, mais en 95, je veux dire, sur les rayonnages, Apple, c'était rien du tout, quoi. C'était juste que dalle. Et pourtant... Oui, je viens de réaliser à quel point l'Apple Store, c'est récent et à quel point ça a été
controversé. Au moment où c'est sorti, un Ouais. des pontes du retail américain a dit Ouah, je leur donne pas un an pour Ouais. partir la queue entre les jambes. Ouais. Voilà. Et pourtant, ça avait déjà, et je parle de vendre du matériel Apple chez Carrefour, quoi, ça avait rien de sexy dans les années 90 de faire ça. Et, et, euh, et, et pourtant, tu avais déjà un clivage. Les gens venaient, ils arrivaient dans le rayon, ils voyaient le truc Apple, soit ils kiffaient, soit ils étaient terrifiés, soit ils détestaient parce qu'ils ne savaient pas ou parce qu'ils avaient l'impression de ne pas avoir les moyens, c'était le truc des riches, je sais pas. Il y avait, mais pas indifférent, définitivement pas indifférent. Alors qu'après, entre C'est ça une marque. Toshiba, IBM, machin, c'était pas une marque, quoi. C'était des ordinateurs, des boîtes de plastoc avec des tubes cathodiques, des machins, il n'y avait rien dedans, quoi. C'était des composants et c'était un autre délire. Quand je regarde l'heure, il faut que je me sauve. Mais voilà, donc conclusion, cette histoire-là, c'est une histoire de culture, je pense, avant tout. Tu te retrouves avec une direction, un CEO qui comprend une chose plus qu'une autre, que ce soit la question financière, la question commerciale ou la question marketing. Et s'il ne comprend pas la marque parce que ce n'est pas son univers, bah, il aura toujours du mal à faire confiance à la marque. Plus je tape dedans, plus je retombe toujours sur cette histoire de marque, sur cette histoire de culture, et plus c'est difficile à vendre, plus c'est difficile à appréhender, Et c'est plus pour ça que c'est à la fois c'est simple, compliqué. mais Ouais. simple. C'est difficile, mais c'est simple. Et c'est parce que c'est simple, et c'est parce que peu de gens, peu d'entreprises, peu d'organisations arrivent à le faire. C'est pour ça que ça devient un moat, comme on dit, un fossé, une douve, une protection, une barrière compétitive. Ouais, mais personne ne veut y aller, man. Personne n'a Et pas l'audace, personne, pas personne. Il y a un l'ambition. top 10 des plus grosses marques du monde. Il y a Ouais, Apple, il y a Nike, il y a Tesla, il y a... ok, reviens plus bas, reviens dans des petites boîtes en fait. Il y a des petites Mais il y a des boîtes petites qui, boîtes. qui My Little captent la Paris, PME. ils ont fait Voilà, c'est quoi? ça. Tu vois, il y a des petites boîtes qui captent le truc, et il y a d'autres, on le voit, il y a des clients, ils te sollicitent, ils kiffent, hein, ils aimeraient la marque, ils en parlent, blablabla, blablabla, ils appellent ça du brand, du machin, du bidule. Courage Et et quand tu leur dis, authenticité. OK les loulous, maintenant on va se mettre à travailler. Et mais c'est sec. J'ai fait un tour des popotes. Ce matin, je suis allé boire un petit café. Ça, c'est ta faute. Je suis allé boire un petit café de spécialité Nicaragua. Une tuerie. Super top. Sur une très belle machine, la Marzocco. Quel process? Euh, C'est-à-dire, ah, j'ai pas regardé, pardon. Je suis pas allé jusque-là. Non, mais au goût. Je suis pas acidulé. Non, mais Euh, naturel ou washed? Je ne saurais pas te le dire, au goût. Je n'ai pas cette finesse encore. Il faut que je travaille mon sujet beaucoup plus. Je ne sais, je sais pas le prononcer, c'est comme Stouffer, mais je sais le manger. Là, je l'ai bu, je l'ai dégusté, et donc je me suis tapé un tour rapide des popotes en me disant, OK, qu'est-ce qui m'intrigue dans j'allais dire, ce bar qui est à côté de chez moi à 300 mètres? Pourquoi je ne l'ai pas repéré? Il a rien. Circle Square, ça n'a rien d'un café de spécialité. Il n'y a pas de logo. Il y a marqué Circle Square sur la devanture Et tu en le vois. orange. Je vois le logo. Enfin, je vois pas le logo, je vois marqué Circle Square. Je vois une devanture orange, je vois tout un tas de trucs. J'ai jamais imaginé que ce gars-là faisait du top café, pas très cher, sur une super machine, qu'il est passionné. Il a fallu que j'aille le gauler sur Instagram, où là, ça m'a Ah, donc là, toujours c'est pas dit raté, ouais. grand-chose. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais où j'ai vu, tu vois, et je me dis, J'ai un merde. truc inverse ici. Je marchais dans la rue l'autre jour, alors c'est à Sofia. Je marche dans la rue, il y a une porte cochère, il n'y a quasiment pas d'enseigne, mais il y a un truc, tu t'arrêtes, tu regardes. Ah, ça a l'air sympa. Et en vrai, c'est pas si sympa, mais ça a l'air sympa. Je regarde, en effet, il y a un bar qui a l'air pas mal, qui est bien noté, donc je me le note. Une autre fois, je suis dans la même rue un peu plus loin, j'attends Chantichat qui fait je sais pas quoi. Et je vois les gens passer, tout le monde s'arrête, tout le monde regarde. Il n'y a pas d'enseigne 90 degrés, tu vois, il n'y a pas de stop trottoir. Ouais. Tout le monde s'arrête et regarde dans cette porte cochère. Ah. Il y a deux, trois détails qui sont assez discrets, qui ont dû coûter 25 € maxi. Mais, et pas un truc Ça kitsch, marche. rien, juste, il y a une sorte de cohérence, il y a un début d'âme, tu vois. Et donc, les gens s'arrêtent et regardent.
Faut qu'on en parle. Faut vraiment Et alors qu'on après, creuse ce comment truc. derrière ils arrivent à dérouler j'y ai pas été, donc je sais pas comment c'est, mais j'irai par curiosité. Mais il y a un toit, j'aime pas trop ces toits, hein. Et donc, comment derrière tu as cette amorce? Déjà, si tu arrives à faire ça, soit tu as de la chance, soit tu as déjà une fibre par la pratique ou parce que tu as été exposé à ça plus tôt. Et donc, comment tu arrives à dérouler ça tout le long de l'expérience? Et quand tu as un endroit où tu as cet effet et tu le gardes d'un bout à l'autre de l'expérience client, c'est là que tu as des endroits où il y a toujours la queue. J'en ai un autre dans la rue à côté. C'est pas cher, c'est quali, c'est rien d'exceptionnel. Il y a deux, trois gens qui ont commenté sur Google Maps. Oui, oh, rien d'exceptionnel, d'italien. En attendant, c'est toujours plein. L'autre en face, c'est toujours vide. Maison L'Œuf, j'ai une boulangerie qui s'appelle Maison L'Œuf, boulangerie-pâtisserie Maison L'Œuf, c'est tout le temps. Il y a du monde, il y a une boutique Hermès où il y a tout le temps la queue, et il y a Maison L'Œuf où il y a tout le temps la queue. C'est impressionnant. Il y a un début de ça, et tu le retrouves pas maintenant que tu me le dis et que tu as l'air t'attires mon attention là-dessus, je me perçois que tu le retrouves pas tout à fait sur Instagram en l'occurrence. C'est vraiment mon réseau de kiff, hein, Instagram, plus que LinkedIn en fait. Et à côté de ça, j'ai mon petit couple, pardon. J'appelle petit couple, mais c'est pas un couple, c'est le père et la fille. Mais Ah, tu bravo. dirais, non, mais parce que c'est une team, c'est un couple dans le sens, Ouais, ouais, cette petite ils paire. vont couple, voilà, c'est une paire. C'est une paire d'individus, père et fille. Ils sont ensemble et eux, par contre, en termes d'expérience, ce qu'ils sont sur Instagram, tu arrives à la boutique, c'est la même et inversement et Mhm. vice-versa. Et ils Donc là, il y a repartagent et l'authenticité. leurs clients. Il y a l'authenticité. Tu sais pas pourquoi. Et si tu creuses, tu trouveras qu'il y aura sûrement plein de petits points de courage qui font que, Recette originale. Ils ne font que ça. Ils appellent ça des voilà, panzerotti, ces espèces de rien que de faire chaussons. que Il n'y a ça, que rien, du panzerotti. Ils ont voilà. essayé hein, Ça, c'est du courage. pour quelques clients. Il y a un peu de cannelloni, il y a deux, trois trucs, mais les arancini parce que c'est ça. Et puis ils testent et ils sont à donf, banane à mort tout le temps. C'est les travaux, ça merde. Ils te disent ouais, ça a chié. On a tout pété, on s'est loupé. Allez, rendez-vous dans une semaine. Vous savez quoi, on se casse en vacances, ça nous a saoulé. Tiens, ça y est, on a réouvert. Franchement, venez, vous nous manquez. Mais quand tu arrives, des fois, j'ai commandé là, je vais être en retard, je prends 2 minutes. J'ai commandé des trucs pendant le Covid. Je revenais, je dis putain, t'as oublié mon tiramisu. Elle me dit ouais, tu crois, la nana, elle capte, elle me dit, tu sais quoi, tiens, regarde, je te mets ça, deux panna cotta, tu repars. Elle a oublié un truc sur ta commande. Je suis à 100 mètres. Hein. La meuf, elle m'a mis un sac de dessert, quoi. Bah oui. Juste un sac de Et tu es à dessert. Et 100 ce mètres, truc, donc potentiellement, tu vas lui rapporter 500 balles par an. ben oui, Donc sa elle matrice t'a filé RFM. pour 3 euros de cost of goods sold. Enfin, ça va. Voilà. Bon, allez, il faut que je me sauve vraiment, Philippe, parce que j'ai un Envoie autre le lien truc. de leur Instagram sur Slack, qu'on le mette dans la Ah oui, description. ouais, je t'envoie ça, promis. Promis, Merci beaucoup. c'est dans la La boîte. marque. Si tu Semaine oublies prochaine. un taquet, à la semaine prochaine. Bye bye, merci.